temps sont tard. On voit personne. C'est comme dans les grandes salles de concert. Et moi, je vais peut-être me décaler pour tous vous voir. C'est quand même plus sympa. On peut se mettre en arc de cercle. Ouais, c'est ça. Oui, bonne idée. Le cercle, l'énergie du cercle. Exactement. On est dans le thème. Est-ce qu'on peut y aller? On y va? Ouais. Bon, et ben on va y aller. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Claire. Donc je m'appelle Caroline Baron. Je travaille depuis plus de 15 ans dans l'accompagnement des acteurs publics privés dans leur transformation durable. Et je travaille au sein du cabinet OnePoint. Donc la table ronde à laquelle vous avez décidé d'assister cet après-midi, on vous en remercie. Elle a pour thématique, je vais y arriver, entreprise régénérative innovée pour durer. L'enjeu, ça va être pendant les 45 prochaines minutes de reposer le cadre de ce qu'est le régénératif, qui est un terme dont on entend de plus en plus parler, mais dont finalement on peut avoir du mal à bien comprendre ce qu'il recouvre. Une fois qu'on aura posé ce cadre, on va également échanger sur l'intérêt de ce modèle régénératif versus ce qu'on peut vivre depuis plus de 30 ans maintenant avec le développement durable, la responsabilité sociétale des entreprises, l'entreprise contributive, etc. Ce qu'on va tâcher de faire également avec les intervenants, c'est vous transmettre des exemples très concrets de mise en application du régénératif pour faciliter l'appropriation par le plus grand nombre. Et enfin, pas de langue de bois, on partagera également quels sont les défis et les challenges qui sont inhérents à ce concept aujourd'hui, parce qu'il y en a. Donc c'est parti. À mes côtés, donc on a 3 praticiens de la durabilité. Nous avons Laura. Laura ici, Laura Espérandieu. Donc Laura, tu es directrice du développement régénératif de Château-Palmer. Tu es ingénieur agronome de formation et tu t'es spécialisée en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, depuis plus de 15 ans. Donc tu travailles de manière très concrète, appliquée au sein d'organisations, au sein d'entreprises, et notamment depuis plus de 6 ans dans le secteur viticole. Et donc tu as rejoint Palmer, Château Palmer, il y a un peu moins d'1 an maintenant. Donc c'est un domaine viticole qui est renommé pour ceux d'entre vous qui sont d'ici, du sud-ouest, et qui fait au-delà de l'activité viticole, de l'élevage, du maraîchage. Enfin, voilà. Tu nous parleras de tout ça. Avec nous également Marius Serron-Siméon, tu es chargé de projet Impact chez Belco. Tu es également ingénieur agronome de formation, avec une expérience dans la structuration de filières située en zone tropicale. Tu as rejoint Belco depuis 2 ans et tu travailles à la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie régénérative de l'entreprise. Et Belco, pour vous situer cette entreprise, donc c'est une entreprise qui travaille dans le sourcing de café et de cacao de spécialité, basée en Éthiopie, El Salvador, Colombie et en France. Et enfin, last but not least, nous avons Laetitia Pfeiffer. Laetitia, tu es partenaire innovation et stratégie chez OnePoint. Donc, cabinet spécialisé, je le précise peut-être, dans l'accompagnement des grandes transformations des acteurs publics et privés, notamment sur les sujets de durabilité. Tu conseilles les grands groupes, les ETI, les startups dans leur stratégie de transformation, qu'elle soit digitale ou de durabilité. Tu es l'autrice d'articles et d'ouvrages sur l'innovation du vivant, le biomimétisme régénératif. Et tu es très investie dans des comités stratégiques de start-up à haute valeur ajoutée sur des projets innovants et notamment en lien avec les sujets d'impact. Merci à tous les 3 d'être là. Alors, allons-y. Donc peut-être pour déjà mieux comprendre ce que c'est que le régénératif, de quoi est-ce qu'on parle. Depuis les années 60, et notamment je pense aux travaux du Club de Rome et le rapport Meadows, on a fait le constat que le mode de développement actuel, mainstream, généralisé, notamment occidental, posait un certain nombre de limites, rapport halte à la croissance, du début des années 60. Et globalement, donc aujourd'hui, notre mode de développement généralisé induit un certain nombre de pollutions, de nuisances, qui, de fait, remettent à mal le mode de développement classique de nos entreprises.
Alors, il n'y a pas rien qui a été fait, puisque de ce constat et de ces alertes des chercheurs et mobilisation de la société civile, on a ensuite les organisations internationales qui sont positionnées, puis les États, un certain nombre de réglementations, et finalement les entreprises se sont emparées depuis une quinzaine d'années maintenant de ces thématiques via la réponse de la responsabilité sociétale des entreprises avec la norme ISO 26000. Depuis, on progresse. On a d'autres types d'acteurs majeurs qui se positionnent, notamment les investisseurs, voilà, qui mettent une pression accrue aux entreprises. Et puis maintenant, avec la réglementation, je pense à la CSRD, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'aligner le financier et l'extra-financier, voilà, pour continuer à progresser. Donc, une fois que ça s'est posé, on peut se poser la question de, finalement, à quoi sert le régénératif ? Qu'est-ce que le régénératif ? Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à cette trajectoire que prennent les entreprises et en quoi est-ce qu'il est finalement plus innovant et qu'est-ce qu'il apporte comme réponse différente de ce que mettent en œuvre les entreprises jusqu'à présent. Laetitia, est-ce que tu veux démarrer ? Je commence, je refais un petit previously. 1947, l'Institut Rodal, et c'est Jérôme Irving Rodal qui crée le terme de régénératif. Lui, c'est un Américain, chercheur, et qui parle d'agriculture biologique aux États-Unis. Donc lui, il dit, je peux faire une agriculture qui est productive tout en préservant mon écosystème. Et l'écosystème, il est large, hein, c'est aussi bien le vivant, humain et non humain. Donc à la fois la faune, la flore, mais aussi les agriculteurs, etc. Et une quinzaine d'années après, on passe et on transpose ça à l'entreprise régénérative. Et l'entreprise régénérative, bah, c'est tout ce que tu as pu dire, hein, c'est passer du « je fais moins mal ». Donc là, je suis une entreprise responsable, je vais travailler pour essayer de faire moins de déchets, améliorer le bien-être de mes salariés, etc. À l'entreprise contributive, le net zéro, je vais essayer d'équilibrer le moins mal avec un peu de bien. Et à l'entreprise régénérative, on parle d'impact net positif. C'est-à-dire que je vais créer de la valeur, je vais améliorer les choses. Et donc là, on touche à la fois à l'environnement, à l'humain et à l'écosystème. Et par cercle concentrique, on va travailler, mais comme la CSRD, on va travailler par d'abord soi-même, puis ensuite son écosystème interne, puis l'écosystème externe, et puis plus largement la région, le département, la ville, etc. Donc on est à la fois sur régénérer l'environnement, faire du bien-être aux hommes, donc la partie humaine, le bien-être mental, le bien-être de richesse aussi, et puis faire attention aussi à la résilience des communautés. Alors Olivier Amand, j'ai amené quelques bouquins et Charlie était tout content. Olivier Amand, il parle de robustesse en fait, et plus de résilience. Il dit qu'il faut qu'on arrive à ce qu'on soit plutôt à pas tomber pour remonter et avoir la capacité à remonter, mais plutôt ne pas tomber du tout. Et donc, on n'est pas dans la performance, efficacité, efficience, mais on est dans la robustesse. Comment faire pour que les entreprises régénératives basculent vers la robustesse ? Ça veut dire qu'il faut un peu de marge de manœuvre. Il ne faut pas être dans la surperformance. Donc, c'est tout un chemin qui est moyen-long-termiste. Hein. Effectivement, c'est un chemin, le régénératif. Merci Laetitia. Alors, je vais me permettre de donner la définition de la SPEC AFNOR, qui est récente, elle a 5 mois. Elle a été publiée en octobre 2024. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Oui, je vois qu'il y a des personnes qui acquiescent. Donc, régénératif, un modèle d'activité agissant pour l'intégrité du vivant humain et non humain, en soutenant la vitalité des écosystèmes écologiques et sociaux avec lesquels il co-construit dans une spatialité définie. Terme important. Sa création de valeur, c'est exactement ce que tu disais à l'instant, sa création de valeur d'un modèle régénératif se caractérise par une prospérité écologique, sociale et économique en intégrant le renouvellement continu en qualité et en quantité des matériaux, de l'énergie, des ressources naturelles et des capacités vivantes humaines et non humaines. Ok, donc sacré challenge. Effectivement, on voit l'écart par rapport à ce que font aujourd'hui la majorité des organisations. Et on a donc 2 acteurs aujourd'hui qui agissent. Alors, vous allez nous raconter comment. Donc, Marius, Laura, qu'est-ce qui a conduit vos organisations, Château Palmer, Belco, à se saisir de cette thématique du régénératif, qui est quand même relativement récente, hein, qui a moins de 5 ans, notamment en France. Quel a été finalement l'élément déclencheur qui a poussé votre entreprise et notamment l'équipe dirigeante de vos organisations à se mobiliser sur ce sujet et pourquoi ? Ouais.
Merci déjà de nous faire participer à cet atelier. Donc tu l'as très bien dit, nous, Belco, on est sourceur de café et de cacao de spécialité. Donc en fait, ça fait depuis le départ qu'on s'intéresse à cette qualité, à cette spécialité de nos produits. Quand on parle de qualité, c'est vraiment de cette qualité globale, pas juste organoleptique, mais holistique. Et ce qui nous amène très vite à nous intéresser au contexte de production, à la manière dont est produit et à toute la chaîne de valeur de nos filières. Et donc évidemment, quand on s'y intéresse en profondeur, on se rend compte qu'il y a des enjeux, énormément d'enjeux, de défis, et énormément au niveau de la production, au niveau de l'amont de nos chaînes de valeur. Et ça fait assez longtemps en fait qu'on pense qu'il ne faut pas juste être responsable, contributif, mais vraiment produire de la valeur ajoutée nette. Ça c'est clair et net. On n'a jamais eu, en fait c'est très récemment qu'on utilise un peu le terme régénératif, et c'est apparu avec notre parcours à la CEC, à la Convention des entreprises pour le climat, que je recommande d'ailleurs pour toute entreprise qui souhaite prendre cette trajectoire vers le régénératif. C'est ça qui nous a initiés à ce terme-là et qui nous a aidé à structurer notre modèle d'affaires, enfin, notre trajectoire vraiment, notre vision vers le régénératif. Voilà. Alors du coup, je vais enchaîner puisque nous, on ne source pas, nous, on produit. Donc Château Palmer fait du vin depuis très longtemps, mais on ne fait pas que du vin. On a mis en place une démarche depuis de nombreuses années autour de cette vision holistique pour le coup, puisque on emploie le même mot, et on aime bien se définir comme étant un organisme agricole, puisque à Palmer, on élève des animaux, parce qu'on utilise les déchets de cet élevage animal pour nourrir un potager. Ce potager sert à nourrir les hommes et les femmes qui travaillent à Palmer, qui eux-mêmes recréent de la valeur, ou nous on aime bien dire recréer des valeurs, parce qu'on a envie de voir les choses avec tout un éventail de valeurs, pas uniquement de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale, sociétale, territoriale. Et donc comment on en est venu à là parce qu'il y a eu cette notion de se dire, bah voilà, nous on produit, on est agriculteurs, on est intimement liés à la santé de nos sols, à l'efficacité ou l'efficience, on l'a entendu à une conférence tout à l'heure, de la biodiversité qui nous entoure, aux impacts du changement climatique, parce que là la vigne elle a bien débourré, seulement il va certainement geler début avril et ça va devenir compliqué pour nous, et c'est le début d'une longue série de ce qui nous attend dans les mois à venir. Et donc la volonté, ça a été de se dire, voilà, à Palmer, on a cet organisme-là, seulement on n'est pas tout seul sur notre territoire. On a des parties prenantes en amont, en aval, on a des voisins qui sont même présents dans la salle aujourd'hui. Et donc ça ne fait pas sens de le faire tout seul. Et donc ça c'est très important pour nous. On se dirige on prend ce chemin de régénératif parce que déjà on ne veut pas scier la branche sur laquelle on est assise. Ça n'a pas de sens. Et en plus, on veut que cet arbre il continue à prospérer et on veut qu'il continue à pouvoir vivre avec nous, si je continue la métaphore. Et donc, le sujet, ça a été cette prise de conscience-là, il y a déjà 10 ou 15 ans, ce qui me rend la vie très facile aujourd'hui quand on va en parler tout à l'heure quand on parle de gouvernance, mais aussi une volonté d'écoute de parties prenantes type client aujourd'hui et des études long terme qui montrent que c'est en train de devenir, mais ça va devenir de plus en plus une attente de nos clients. Seulement, on ne passe pas d'un modèle assez classique à un modèle à visée ou à portée régénérative comme ça. Et donc, c'est des choses qu'il faut qu'on amorce aujourd'hui pour pouvoir être prêt demain. Merci beaucoup. Et Laetitia, j'aimerais bien t'entendre aussi, parce que alors, c'est vrai que ça peut paraître plus évident pour deux acteurs qui sont directement corrélés à la terre, ou à des acteurs qui travaillent la terre. Pour un cabinet de conseil, voilà, on est dans le service. Voilà, d'où ça vient ce régénératif et pourquoi OnePoint fait le choix d'avancer et d'accompagner des entreprises sur cette thématique. Alors nous, on est en plus un cabinet digital et tech au début, donc c'est un grand écart facial un peu d'aller sur le régénératif. Et ça a été le même déclencheur, c'est la CEC en fait qui nous a mis le pied à l'étrier il y a plus d'1 an et demi. Et maintenant la CEC, c'est partout en région, donc on a toutes nos implantations en fait qui vont faire ce parcours. Donc c'est un parcours exigeant, hein. C'est 3 personnes qui sont investies, qui doivent y aller
je crois, c'est une douzaine de jours, voilà, à peu près. Donc, et c'est une douzaine de jours, on déplugue, on débranche. Hein. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'ordinateur. Et là, on a conférence, travail sur le sujet pour être sensibilisé, pour être acculturé. Ça, c'est un des premiers leviers, en fait, l'acculturation et la sensibilisation pour avoir un même langage, en fait, sur c'est quoi le régénératif. Et on en parlera peut-être plus tard, mais le régénératif, c'est aussi un mot valise qui est utilisé n'importe comment actuellement. Donc, il faut souvent ramener et revenir à la norme et au mot, à l'impact net positif. Et ça veut dire quoi? Et donc, nous, on a fait ce parcours-là avec des membres du COMEX qui se sont impliqués et qui ont fait aussi le parcours jusqu'à se dire, et c'est l'obligation pour la CEC, on doit construire une feuille de route. À la fin de la CEC, vous devez avoir fini et construit votre feuille de route. Et là, vous la signez avec votre sang, la feuille de route. Et ça a mis un petit peu de temps, en fait, à ce que le COMEX signe avec son sang le fait que, par exemple, il y ait un pourcentage du variable qui soit redistribué. Voilà, dans un cabinet de conseil, la marche était un petit peu haute. Et donc, on a été à la fois travailler sur, ensuite, une feuille de route qui touchait à l'environnemental, donc la gestion des déchets, la mobilité, notre bilan carbone, aux consultants, aux salariés, aux développeurs, donc comment on fait pour qu'ils soient bien dans l'entreprise. Là, on vient de sortir aujourd'hui une plateforme de santé mentale qui s'appelle Moc.care. Je crois que c'est ça, Mocare. Voilà, Mocare, on vient d'adhérer. Et donc là, ça veut dire qu'on met à disposition aussi un espace d'écoute, de conférences, de suivi de la santé mentale de nos salariés. Donc il y a cette partie-là, il y a la redistribution salariale, il y a la partie environnementale, on en a parlé. Et puis après, il y a le travail avec, ce que tu disais, notre écosystème. Donc nos partenaires, c'est des achats responsables, notre parc informatique, mais nos clients. Et nous, on est cabinet de conseil. Si nous, cabinet de conseil, on ne travaille pas à aider ces clients, petites, moyennes ou grandes entreprises, à twister, à avancer vers le régénératif, qui le fera? Et donc, on a décidé d'être partie prenante et de rentrer à l'intérieur vraiment du régénératif. Toujours, encore une fois, trajectoire régénérative. C'est pour ça qu'on parle de visée régénérative. Il y a beaucoup de gens qui sont suspicieux ou qui disent « mais c'est n'importe quoi, la marche est trop haute ». Petit pas, colibri, on est Pierre Rabhi quand même dans cette histoire. Donc on avance doucement, mais on embarque avec nous, dans notre écosystème, en fait, des personnes vers cette visée régénérative. Super, merci. Alors justement, donc maintenant que le cadre est peut-être plus clair pour l'auditoire, on va passer au concret et à la mise en œuvre, au process qui permet donc de faire... de lancer son entreprise, son organisation dans une trajectoire régénérative. Alors, on a d'ores et déjà des outils qui existent. Nous, on nous oppose souvent l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire. On a des bilans d'émissions de gaz à effet de serre, on a des analyses de cycle de vie, on a des mesures de climat social, on a la méthode CARE d'évaluation, aussi comptabilité environnementale notamment. Donc, finalement, quelle est finalement la différence et comment est-ce qu'on se sert de ces différents outils, comment est-ce qu'on capitalise dessus et comment est-ce qu'on passe de ces différents éléments de méthode d'évaluation pour les inscrire dans une trajectoire régénérative. Donc peut-être une question tout d'abord pour toi, Marius. Quelles sont les grandes étapes ou les grands leviers par lesquels tu es passé, les outils potentiels que tu as utilisés au sein de Belco ou que vous avez prévu, planifié d'employer pour pouvoir prendre ce chemin du régénératif? Là, l'enjeu, c'est vraiment pour la salle de mieux comprendre le process et le mode opératoire qui permet d'avancer sur le régénératif. La suite après la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat, et plein de réflexions internes. On a même créé une CEC au niveau de notre collectif, au niveau de nos employés internes, en interne. Ça a été de passer à l'action. Donc là, aujourd'hui, on est en train de devenir société à mission. Donc c'est inscrire toute cette feuille de route à portée régénérative, dans notre mission, dans nos statuts, pour en créer des objectifs opérationnels et un véritable challenge pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment le cadre, l'organisation. Maintenant, nous, à Belco, on souhaite continuer aussi à se poser la question à quel besoin on répond ou à quoi on sert exactement. Quel est le besoin? On est importateur-sourceur, donc c'est vrai que se lancer dans le régénératif, ça peut être assez vague. Et en fait, on se considère comme un pont entre le monde des fournisseurs et le monde des clients consommateurs. Donc, on voit deux axes d'action vraiment possibles à emprunter. L'axe de la consommation,
Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est de passer sur le consommer moins mais mieux, sortir vraiment d'une consommation de masse, du café de cacao, et influencer sur l'imaginaire collectif de cette consommation de ces produits-là, qui remonte à des centaines d'années, je ne vais pas vous refaire l'histoire, et c'est vraiment travailler sur cet imaginaire-là, se dire que maintenant, ce sont des produits qui vont être de plus en plus rares, pour des contextes socio-économiques, environnementaux, et il y a besoin de changer notre habitude de consommation de ces produits-là. Un changement vraiment radical. Donc là, il y a la sensibilisation, de la formation, et toujours travailler en collectif avec les clients. Notre objectif, c'est vraiment que notre posture soit tournée vers une marketing et une sensibilisation B2C, donc directement au consommateur final. On accompagne nos clients pour changer les tendances de consommation et éclairer le consommateur final à pourquoi ce café-là ou ce cacao-là est plus intéressant à consommer qu'un autre café qu'on va retrouver en grande distribution ou dans le mode conventionnel. C'est la partie pont aval. Et après, il y a la partie origine, fournisseur. J'aime pas trop dire origine, excusez-moi. En fait, ça fait depuis le départ que Belco a des entreprises sœurs qui sont à l'étranger sur place. Donc, tu l'as dit, au Salvador, au Guatemala, en Colombie, au Brésil et en Éthiopie, avec des personnes locales qui comprennent totalement le contexte et les contextes socio-culturels, environnementaux et économiques. Et là, notre objectif, c'est en fait d'amorcer des leviers de transition. Donc, c'est déjà comprendre les contextes, évaluer la durabilité sous ces 3 formes tridimensionnelles et comprendre les marges de manœuvre existantes pour pouvoir lancer des véritables projets de transition de la filière, changer totalement les modèles de production. Donc là, on est sur de la simple mise en place d'une ferme expérimentale pour expérimenter des modèles de production agroécologiques, financés par nos clients, par nous, et avec des fournisseurs qui sont prêts à se lancer. Ça peut aller plus loin. On a lancé une compétition qui rejoint le Cup of Excellence. Pour ceux qui connaissent le café de spécialité, c'est les meilleurs cafés du monde qui sont consommés dans les pays. Nous, on a lancé le Soil of Excellence, c'est-à-dire les producteurs viennent avec leur échantillon de terre et on va alors faire un peu d'analyse organoleptique, on va sentir la terre, etc. On va faire des analyses très simples pour voir qui a le sol le plus vivant et remettre un prix et pouvoir lui donner une prime de qualité derrière. Donc il y a ça, il y a de l'évaluation, il y a pas mal de choses qu'on fait, la vérité. Et le plus important pour nous, c'est surtout d'enclencher une transition et de travailler avec des acteurs qui veulent s'améliorer. Donc, qui peuvent être avec un niveau de durabilité très bas, mais qui ont envie de s'investir. Et c'est là où on pense qu'on a le plus d'action, c'est en faisant ce pont-là et en créant un collectif, une communauté autour de ces produits-là qui permettent de valoriser les savoir-faire, le métier d'artisanat, parce qu'en fait c'est ça, hein, le café cacao, c'est l'artisanat, du savoir-faire pendant toute la chaîne de valeur, et voilà, changer l'imaginaire de production et de consommation. Alors nous on a une démarche assez classique quand on parle de stratégie, puisqu'en fait cette stratégie ou cet engagement sur le chemin du régénératif, aujourd'hui, ça fait partie de la stratégie de Palmer. On parlait d'Olivier Amand tout à l'heure, on aime bien cette notion de se dire que notre entreprise, il ne faut pas qu'elle soit résiliente, parce qu'au bout d'un moment, ça épuise. Il faut qu'elle soit plutôt robuste, il faut qu'elle soit en mesure d'assurer un modèle plutôt stable, quoi qu'il arrive. Parce qu'on n'est pas devin, on ne sait pas de quoi demain va être fait. C'est impossible à prévoir. Par contre, on peut être prêt. Et l'idée, c'est d'être prêt à être là, quoi qu'il arrive. Donc, on a vraiment doté Palmer d'une vision à horizon 2050-2055. Donc, c'est à la fois dans longtemps et pas dans longtemps. Cette vision, elle a été réalisée en intelligence collective avec l'entièreté de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas que notre gouvernance qui s'est mise dans une salle et qui a construit quelque chose en disant bah, maintenant c'est ça et puis on y va. C'est quelque chose qui a été vraiment établi avec l'ensemble des salariés et qui a été accompagné par Charlie qui est là, qui pourra vous en dire un peu plus sur ce truc. Et donc on a pris l'engagement en fait de faire de Palmer une entité qui vit en symbiose avec son écosystème à horizon 2050. Alors dit comme ça, c'est un peu bateau, vous pouvez mettre n'importe quel autre nom de château, d'entreprise et ça fonctionne, et c'est le but, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qu'on pourra faire tout seul. Donc ça, c'est le premier point. Et après, suite à cette vision, il a fallu définir une stratégie. Donc aujourd'hui, on s'est doté de 3 horizons qui ne sont pas des horizons qu'on va faire les uns après les autres. C'est des choses qu'on pousse
tout en même temps. Donc un horizon assez court terme qui est peu ou prou de la RSE. On parlait d'outils tout à l'heure, de bilan carbone, de mesures d'impact, etc. Donc là, on est en plein dedans, savoir d'où on part, comment on impacte, à quelle hauteur, sur quel champ, sur quel périmètre, auprès de quelles parties prenantes. Donc ça nous permet de savoir d'où on part. Et puis ensuite, on a 2 autres horizons, un sur le moyen terme, puis un sur le vraiment long terme, qui vont nous amener petit à petit à emprunter ce chemin du régénératif. Et donc l'idée, c'est de basculer d'un système un peu RSE classique à un système circulaire jusqu'à un écosystème en symbiose ou holistique, quel que soit le mot que vous mettez derrière. Et donc tout ça, ça a créé, on est arrivé à la création d'un poste. Donc moi j'ai rejoint les équipes il y a 6 mois, donc c'est assez, quand je vous dis que Palmer m'a pas attendu, c'est la vérité. Et maintenant mon job c'est d'assurer qu'on arrive jusqu'à cette vision et ou de la faire évoluer en fonction des évolutions du monde à court, à moyen et à long terme. Et donc aujourd'hui, très concrètement, on est en plein dans... alors nous, on n'est pas soumis à la CSRD, mais on fait l'exercice parce qu'on sent que tôt ou tard, on va y être soumis ou on va avoir certains de nos parties prenantes qui vont nous questionner avec ce filtre CSRD. Donc c'est des choses auxquelles, on parlait de préparation tout à l'heure, c'est des choses auxquelles on se prépare. Et je vais me répéter, mais on a un gros travail actuellement à l'échelle de notre territoire. Parce que quand vous êtes un pollinisateur, vous n'arrêtez pas aux vignes de Palmer. Et donc on peut faire tout le job qu'on veut pour préserver et développer la biodiversité. Si nos voisins ne le font pas, et ça marche dans les 2 sens, hein, si eux font le job et que nous on ne le fait pas, eh ben, quoi bon. Donc il faut vraiment que ces démarches-là, on arrive à embarquer. Et ça, c'est une autre de mes missions aujourd'hui, c'est de faire le tour du territoire, et pas que dans le monde du vin, puisque d'ailleurs, je suis sûre qu'on aurait des choses, en parlant de transport, de plein de choses à imaginer ensemble, d'embarquer, de créer des synergies et de travailler tous ensemble pour atteindre cette vision-là. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'effectivement, là, quand on vous écoute, on peut se dire c'est merveilleux, mais la majorité des entreprises aujourd'hui sont quand même très éloignées du régénératif. Vous parlez de parties prenantes, vous parlez d'embarquement et même vraiment de sponsorship de la part de l'équipe de direction, d'un travail et d'une sensibilisation du temps long. Aujourd'hui, donc malgré tout, vous le dites, on est sur une trajectoire, ça prend du temps. Alors, il y a des garde-fous, la société à mission, le fait de sanctuariser dans ses statuts la mission sociétale et environnementale qu'on se fixe. Mais malgré tout, aujourd'hui, comment concrètement est-ce que ça vit dans vos organisations, dans vos structures? C'est quoi les limites que vous observez, les freins auxquels vous avez été confrontés? Et comment est-ce que vous travaillez individuellement et peut-être collectivement avec certains acteurs à lever ces freins? J'enchaîne ? Allez. Alors... Je vais vous donner 2 exemples de projets hyper concrets qu'on a commencé à mettre en place. Alors ça ne va pas être très sexy parce qu'on va parler de gestion de nos effluents de chais, donc c'est nos déchets de chais pour le coup. Jusqu'à présent, ces effluents, donc c'est considéré comme une pollution environnementale au sens du code de l'environnement. Donc il y a une obligation de les traiter. Donc ils étaient traités par la steppe de Margaux. Et en fait, cette steppe, elle ne peut plus assumer la quantité de déchets qui arrivent de tous les châteaux ou d'une grande partie des châteaux de Margaux. Donc ils nous ont dit, il y a 1 an et demi à peu près, bon bah les gars, janvier 2025, il faut trouver une solution. Donc on était parti sur un système un peu individuel, pas avec beaucoup de sens, un truc qui traite et puis l'eau repart de là d'où elle vient. Et donc nous aujourd'hui, on a utilisé cette vision-là, cette mission et ces filtres de lecture de choses pas hyper sexy pour partir sur un projet de gestion de nos effluents avec des vers de terre. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Biofiltro qui fonctionne bien en Amérique latine et aux US sur un système qui ne consomme quasiment pas d'énergie alors que tous les systèmes aujourd'hui de traitement consomment de l'énergie puisqu'il y a des pompes. Donc là, on a des vers de terre qui font le boulot, des copeaux de bois. Le seul et unique déchet de cette solution, c'est du compost qu'on va pouvoir réutiliser dans nos vignes, donc du lombricompost. Donc on a, ça retourne en fait dans nos sols. Le bois va être issu de nos ceps de vigne qui va être broyé. Donc en fait, on a vraiment un cycle vertueux et une boucle qui se ferme. Quasiment pas d'émissions de gaz à effet de serre, sauf sur la partie production. Donc ça, c'est un exemple concret. Et aujourd'hui, dans les choix d'investissement, parce que ça coûte la même chose, voire un peu plus cher qu'une station classique,
ces critères environnementaux ont compté dans le choix d'investissement et dans le go de mes actionnaires. Pour vous donner une idée, Palmer, c'est à peu près 150 à 200 actionnaires. Donc il y a du monde à convaincre. Et pour le coup, quand on leur dit on va partager la valeur derrière, c'est un vrai choix d'entreprise. Quand il y en a 200 à convaincre qu'on va repartager de manière différente là où les valeurs créées, c'est un vrai engagement. Un autre exemple sur une autre thématique, je vous parlais de biodiversité. On partage une zone, certaines parcelles sont partagées sur une zone assez clos avec nos voisins d'en face. Ils sont juste de l'autre côté de la route. On menait chacun de la R&D et de l'expérimentation sur plein de sujets, et notamment sur la biodiversité. Et donc là, on a décidé de mener les prochaines expérimentations ensemble. Donc en fait, on travaille avec la même entreprise, avec le même objectif. On a raisonné l'utilisation de la ressource financière et on raisonne aussi, on va partager nos résultats en termes de connaissances et d'identification de la biodiversité. Et donc derrière, l'idée, alors je les regarde parce qu'elles sont là, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir déployer des actions communes pour aller dans le même sens. Et ça, c'est hyper concret en termes d'actions mises en place nous concernant. Merci Laura. Félicitations. Nous, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est les tendances de consommation. Donc en fait, là, aujourd'hui, la grosse contrainte face à laquelle on se fait face, c'est souvent de convertir, de convaincre des personnes, souvent des clients, à changer leur achat et même à aider les consommateurs à changer leur tendance de consommation. Souvent, c'est des acteurs qui sont très focalisés sur une performance économique, donc qui n'ont pas compris ou alors qui ne sont pas sensibilisés à la robustesse, mais surtout qui n'ont pas les outils pour bien valoriser les offres. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué, surtout dans nos filières où ce sont des produits qui sont effectivement produits de très éloignés de manière géographique. Donc notre objectif là-dessus, c'est de pouvoir parler complexité, faire en sorte que nos clients puissent parler complexité, donc un impact agro-environnemental, parler impact écosystémique, agroforesterie, santé de qualité de vie au travail, si on parle le socio-territorial, gestion des déchets, revalorisation des matières, efficience globale, pérennité probable, si on parle de l'économique. Tout ça, c'est de la complexité. Comment faire aussi pour que ça soit vulgarisé jusqu'au consommateur final. Le consommateur final, il s'en fout un peu de ces sujets-là. Il veut savoir vraiment si son produit qu'il consomme participe vraiment à un changement global. Donc notre grosse marche, notre gros travail en ce moment là, c'est de pouvoir évaluer la durabilité tridimensionnelle, agro-environnementale, socio-territoriale et économique des exploitations chez qui on va s'approvisionner. Donc comme je vous l'ai dit, 3 dimensions avec des sous-dimensions en dessous. On en a abouti à une centaine d'indicateurs qu'il fallait collecter sur le terrain, évaluer, valoriser, contextualiser, parce que l'agroforesterie éthiopienne, on parle de café de forêt qui sont magnifiques, est très différente de l'agroforesterie pratiquée au Brésil ou en Colombie ou en Guatemala. C'est un énorme travail qui a commencé maintenant depuis 1 an. Donc l'objectif, c'est évaluer sous un angle complexe, tridimensionnel, la durabilité des exploitations et le vulgariser sous une forme d'impact score. Malheureusement, on est obligé de vulgariser jusqu'à une note sur 10. Ça paraît un peu contradictoire, mais on est obligé ça pour les sachets de café. Le client veut absolument veut la chose la plus simple possible. Donc, c'est l'outil qu'on est en train de produire aujourd'hui. Avec quelque chose de très vulgarisé, mais aussi des arguments très complexes pour que nos clients, que vous soyez en coffee shop, allez voir l'Alchimiste par exemple, ou Pia à Bordeaux, si vous avez le temps, ils s'approvisionnent chez nous, ils pourront vous parler complexité sur leurs produits, parce qu'on essaie de leur fournir le plus d'informations possible. Et c'est là où il y a vraiment un énorme impact, un énorme changement dans les tendances de consommation. Donc ça, c'est sur la tendance de consommation, et après l'objectif, alors il y a plein d'actions que je pourrais résumer, qu'on ferait à l'origine, mais je pense que la plus importante, c'est les primes. Ce qu'on essaie de mettre en place, donc je vous l'ai dit, on essaie d'évaluer la durabilité agro-environnementale, socio-territoriale, économique, et on souhaite valoriser les travaux faits par les exploitants, de s'améliorer, et donc donner une prime lorsqu'ils atteignent un certain niveau. Donc on parle vraiment de paiement pour services
pas seulement écosystémiques, mais pour services socio-territoriaux, pour services économiques à nos filières. Donc c'est mettre en place des primes pour valoriser et après, sous une forme de transparence financière, dire au client aussi ce que tu payes, c'est cette partie-là qui permet à l'exploitant d'investir sur sa dimension agro-environnementale. Et voilà, donc il y a plein d'autres systèmes de primes qu'on essaie de penser sur notre relation aux fournisseurs, sur la qualité évidemment du produit, etc. Et même de la prime projet, où si le client est prêt, il peut investir dans un projet pour améliorer par exemple une sous-dimension alors là je vais un peu loin, mais pour appuyer un projet de transition pour l'amélioration agro-environnementale d'une exploitation chez qui ils s'approvisionnent. Voilà, c'est notre rôle qu'on peut faire en tant que pont. On ne veut pas remplacer, on ne va pas produire, on ne va pas torréfier, on ne va pas vendre. On est un pont, donc on est une sorte d'accompagnateur et de faiseur, d'appui, de catalyseur. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a des ponts, voilà, des synergies et des similitudes en tout cas entre vos deux manières de faire, dans le fait de partager le risque, de travailler avec l'autre, le travail de vulgarisation, simplification, conviction au-dessus. C'est très intéressant. Alors, est-ce que vous observez, parce qu'on pourrait se dire, ok, ça demande quand même un effort assez conséquent, est-ce que vous observez d'ores et déjà des bénéfices, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques, dans la mise en œuvre de cette trajectoire à visée régénérative ? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on est face à une urgence d'une situation, parce que c'est le sujet qu'on a tous les jours, tout le temps, on est assailli par ces sujets-là. On en parlait tout à l'heure à une conférence, c'est très oppressant même parfois. Et à côté de ça, nous on vous dit c'est un chemin, il faut prendre le temps, c'est assez long, parce qu'en fait on vient changer, c'est pas que de changer une stratégie pardon, c'est de changer vraiment une culture, une posture. Je sais pas si vous connaissez cet exercice de se croiser les bras. Vous connaissez ou pas ? Alors croisez les bras s'il vous plaît. Vous avez une main qui est dessus. Maintenant vous décroisez les bras, vous recroisez les bras. Est-ce que c'est la même main ? Ouais. Maintenant, vous décroisez, vous essayez de mettre l'autre dessus. C'est pas facile. Hein. Ben, en fait, c'est ça qu'on essaye de faire. Pourquoi c'est pas facile ? Parce que le cerveau, il a des trajectoires, il a des réflexes qui consomment de l'énergie pour construire ces trajectoires-là, et que de changer de trajectoire, ça consomme de l'énergie. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout ni robuste ni efficient. Et donc l'enjeu, c'est ça, c'est d'expliquer que le changement, ça prend du temps. Ça va demander de l'énergie, ça va demander de la conviction. Et donc, il faut se laisser le temps. Et en même temps, en termes de bénéfices en interne, nous, on commence déjà à en voir, puisque ça embarque. Alors, à Palmer, je vous l'ai dit, ça fait longtemps que c'est philosophiquement installé. Donc, moi, je suis extrêmement challengée par mes collaborateurs. Ils trouvent que ça ne va pas assez vite, pour le coup. Mais au moins, ça embarque. Ça ouvre certaines portes, certaines collaborations auxquelles on n'aurait pas pensé jusqu'à présent. Dans le Médoc, il y a un parc naturel régional avec un système de tiers-lieux. Et ben, pourquoi pas travailler avec eux ? Pourquoi pas imaginer des choses sur de l'économie sociale et solidaire ou sur de l'économie circulaire avec eux ? Et donc voilà, ça on voit que ça marche, ça embarque en interne, ça embarque en externe. Ça fait bouger certaines lignes. On parlait de freins tout à l'heure. Nous, on a quelques freins réglementaires sur la réutilisation de l'eau. Je vous ai mon histoire de vers de terre. Là, l'idée au bout, c'est de pouvoir réutiliser l'eau. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas, ce qui est quand même dommage. Mais ouais, en fait, les premiers bénéfices, c'est ça. Et c'est aussi de changer cette culture. Alors, on a beaucoup tendance à avoir dans beaucoup d'entreprises de travailler en silo. Moi, aujourd'hui, je fais partie d'aucune équipe. J'ai pas de bureau. Et c'est fait exprès. L'idée, c'est que je puisse être complètement en transversal et d'être au sein de chacune des équipes. Et donc ça, c'est les premiers bénéfices, c'est que ça prend et que ça germe ou ça va germer, et c'est plutôt positif. Ouais. Moi, je te rejoins énormément sur les bénéfices au niveau du collectif. Il y a une dynamique au sein de notre petite PME des 50 employés qui suivent la trajectoire et qui s'investissent énormément dans ces débats et dans ces choix et dans cette gouvernance pour essayer de trouver des objectifs. Là, on est en train de travailler sur la société à mission, de définir les objectifs opérationnels, et tout le monde a envie de s'investir, de savoir comment ce qu'ils peuvent faire à leur petite action au niveau de leur emploi pour participer à ce projet global de Belco. Donc ça, c'est au niveau interne, ça crée une dynamique d'entreprise qui est géniale. Franchement, c'est super. Ça donne envie d'y bosser, quoi. Et au niveau externe, on a des clients qui sont demandeurs,
qui même nous challenge énormément, c'est même super difficile, ça nous permet de nous améliorer et qui ont envie et qui en fait sont déjà aussi sensibilisés à ce milieu de café de spécialité et de cacao de spécialité. C'est des acteurs qui veulent savoir de comment c'est produit et donc il y a énormément de participation. C'est pareil, c'est très intéressant. Pareil au niveau fournisseur, c'est marrant, je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes ici, mais 30 minutes avant notre échange, il y a deux représentants de producteurs, un du Pérou qui travaille avec des acteurs, des producteurs qui sont à côté d'une énorme zone protégée et qui participent en gros à faire à la préservation de cette zone protégée avec des systèmes de production cacaoyers dans ce cas-là, durables sous couvert forestier, pour faire simple, et un autre qui travaille avec une communauté indigène au sud de Colombie. Des acteurs super intéressants et qui voulaient absolument, qui avaient entendu parler de nous et qui voulaient travailler avec nous. Donc ça embarque et ça crée, ça crée de la valeur ajoutée sociale en fait net. C'est ça qui est incroyable. Et là on parle de régénération, on crée du social positif net, de l'échange, de la communauté, du challenge, du débat. Ça va très très loin. Voilà. Super. Laetitia, pareil sur les bénéfices qu'on peut d'ores et déjà observer au sein de l'entreprise. Chez OnePoint, on a une exigence aussi. On a des jeunes consultants qui sont dans la quête de sens et qui ont besoin de ça en fait. Donc c'est un peu le diesel sans la pollution, hein, c'est-à-dire que c'est lent, qu'on embarque un petit collectif qui est en train de grossir. Alors on n'en est pas encore à Norcis avec l'administrateur pour le vivant, mais j'aimerais bien. Hein. On a quand même une boîte en France qui a... je voulais amener parce que la perma-entreprise, l'administrateur pour le vivant, c'est un premier pas qui est super important que de mettre la planète et les arbres au milieu du conseil d'administration. Moi, j'aimerais bien. On n'y est pas encore. Erwan, on va travailler. C'est un partenaire de Bordeaux. Sur l'environnement, on s'en sort plutôt bien parce qu'effectivement, on a mis en place, mais parce qu'on est Bicorp aussi depuis 2022, donc ça crée un cadre. La réglementation nous aide à avancer vachement plus vite, hein, c'est toujours pareil. Sur le régénératif, il y a moins de normes et il y a moins de méthodes d'évaluation. Donc pour y aller, on fait avec ce qu'on peut, avec les normes que l'on souhaite. Et donc d'un point de vue réglementaire, les bilans carbone, la mobilité, les déchets, le parc informatique, tout ça, on est plutôt bon, on avance bien. La santé mentale, ça y est, c'est quelque chose qui est demandé. L'inclusivité, il y a aussi toute cette partie-là, hein, l'inclusivité sociale, l'équité. Après, la partie redistribution de la richesse, satiété versus sobriété, ça c'est un jalon qui est très très haut quand même à mettre en place, mais déjà si on avance déjà là-dessus, et se dire que nous on s'est dit d'ici 2029, 50% de notre chiffre d'affaires serait fait sur des business à impact. C'est des choix drastiques, avec toujours le choix entre est-ce qu'on travaille pour une entreprise qui carbone le monde de l'intérieur et on la fait bouger, ou est-ce qu'on ne travaille pas du tout avec elle parce qu'elle carbone le monde et qu'on a des principes et des valeurs. Mais en tout cas, Bicorp, la raison d'être, donc travailler notre raison d'être et l'aligner avec notre stratégie, la loi Pacted aussi, donc encore une fois, une réglementation, les enjeux et puis ces impacts, ces objectifs d'impact super exigeants. Donc se dire 50% d'objectifs, voilà, c'est une voie, mais au moins tout le monde a une colonne vertébrale sur laquelle se raccrocher pour avancer. Merci beaucoup. Alors, c'est passé trop vite. On m'a fait signe que ça y est, c'était déjà terminé. Je vais juste donner 6 mots-clés qui résument ce qui a été dit et peut-être un seul mot, un mot qui résumerait ce qui est important à transmettre comme message pour aller vers le régénératif là, pour la salle. Donc, on a parlé d'intégrer stratégiquement le régénératif et donc poser l'intention régénérative, de s'inscrire dans le temps long, d'adopter une approche systémique, de faire le choix de l'expérimentation. Il n'y a pas un modèle, vous l'avez compris, il y en a plusieurs qui sont spécifiques à votre structure. De donner la priorité aux services rendus par le vivant, exemple des vers de terre. D'avancer en synergie avec les autres et puis de redéfinir la création de valeur. Voilà, financière, extra-financière. Un mot pour finir en piste pour demain, s'il y avait en un seul mot, c'est très difficile. Renoncer. Il faut savoir renoncer à son modèle d'affaires pour prendre la tangente. Nous, on est peut-être prêts à arrêter le café cacao parce que c'est peut-être pas la solution en fait. On y croit encore hein, au café cacao spécialité, mais n'hésitez pas à renoncer. Ça, c'est clair et net. Moi, je dirais qu'il faut être aligné. Voilà. Et moi, je mettrais le care à tous les niveaux en fait. Si tu positionnes le care comme curseur et comme colonne vertébrale, je pense que tu y touches au vivant, humain, non humain,
à ton écosystème de manière très très large. Merci beaucoup à tous Merci les trois. beaucoup. Merci à tous. Pardon, j'ai oublié de vous dire, on a un serious game sur le régénératif qui démarre dans 15 minutes, juste là. Pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir le sujet. C'est cet après-midi et c'est également demain toute la journée. Merci.